Les Funérailles des Tabous ont le plaisir de vous présenter un nouveau projet, les Chroniques du Monde. Les Chroniques du Monde, c'est une série d'interviews itinérantes qui a pour but de mettre en lumière les afros dans le monde entier. À travers ces interviews aux quatre coins du monde, vous allez découvrir des histoires inspirantes d'afro-descendants, des politiciens, des entrepreneurs, des artistes, des agriculteurs. Tout ça dans un seul but, nous inspirer mutuellement et nous connecter ensemble. Et comme d'habitude, vous êtes au cœur de cette aventure. Parce que cette aventure, nous la menons pour vous. Et nous la menons à travers vos histoires. Donc, restez connectés et rendez-vous sur notre chaîne. Je suis International Cacao Award 2019-2021, donc premier producteur national, premier producteur Afrique, premier producteur Afrique et Océanie. J'ai fait partie du top 50 mondial, du top 20 et du top 5 mondial 2019-2021. Donc l'un des meilleurs cacao au monde, l'un des meilleurs fermenteurs de cacao au monde. Et bien voilà, nous voici toujours avec Stan Blebo, que vous avez pu voir en interview probablement dans ses bureaux, puisque je vous rappelle qu'il est sur cette application Jolly, voilà, qui connecte les producteurs avec les consommateurs, ou en tout cas les restaurateurs. Et aujourd'hui, il est venu me montrer le terrain, et le terrain avec un personnage emblématique qui a la connaissance dans le cacao et divers encore fruits et légumes. Exactement. Qu'il fait pousser, qu'il récolte. Et donc, on est venu le rencontrer. Autant vous dire qu'il fait très, très chaud. On est dans quelle partie alors ici? Alors, bien entendu, on est toujours en Côte d'Ivoire. On est dans la région de l'Aniébi-Tiassa, où on va retrouver la ville d'Azagué. Et ici, c'est une zone sur laquelle on a beaucoup de producteurs de cacao, donc de cacaoculteurs, et notamment ce phénomène, ce docteur, ce professeur Ambroise Enco, qui est le meilleur cacaoculteur au monde. Donc, on l'a ici avec nous et c'est lui qu'on va rencontrer. La Côte d'Ivoire est le Premier exportateur. Premier exportateur de cacao dans le monde. Et aujourd'hui, ce marché est estimé à plus de 17 milliards de dollars. Et le marché du chocolat, qui n'est autre qu'une transformation du cacao, représente aujourd'hui 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, la production de Côte d'Ivoire représente 60% de ce marché-là. Autrement dit, normalement, théoriquement, quand je vais voir le professeur Enco Ambroise, je devrais être avec un Qatari, une espèce un émirat. Un milliardaire. Un milliardaire. En dollars. Normalement. D'accord. Après, il y a des incohérences sur l'économie. Hein. Je vais te présenter un mentor, un professeur pour moi, quand on parle d'agriculture, quand on parle d'agroécologie, quand on parle d'agroforesterie, quand on parle de l'économie circulaire agricole en Côte d'Ivoire. On pense notamment au docteur, au professeur Enco Ambroise, que je vais te présenter, qu'on est venu voir aujourd'hui sur sa plantation. Bah, c'est le temps. Enchanté. Asseyez-vous surtout qu'il fait très chaud. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Ambroise. Et je prends ça très au sérieux aujourd'hui que vous m'invitiez ici, parce que je viens moi de la diaspora de France et parfois on a des idées et j'aimerais que vous m'éclairiez sur certaines des idées. Aujourd'hui, pour contextualiser tout ça, quelles sont vos principales cultures? Ici, vous êtes sur mon exploitation, qui s'étend sur 50 hectares. 50 hectares. Donc, nous avons 15 hectares de cacao biologique sous agroforesterie. Nous avons 5 hectares de café à agroforesterie, 5 hectares également de cultures associées. Et nous avons un arboretum qui se trouve derrière vous de 10 hectares avec plus de 1000 espèces d'essences endémiques, endogènes ou exogènes pour créer un parc botanique qui permettra aux générations futures de connaître ce que leurs parents ont bien voulu détruire. Alors, ça, permettez-moi de mettre les pieds dans le plat. Vous parlez de leurs parents qui ont détruit des choses, ou peut-être, on va reparler peut-être des effets de la colonisation aussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, on y va direct, hein, on y va tout de suite, que
la Côte d'Ivoire ne maîtrise pas sa culture, ou en tout cas, elle ne prend pas assez compte de tout ce qu'elle a comme potentiel, tout ce qu'elle peut faire. Parce que c'est vrai que je me suis renseigné, il n'y a pas de tomates, il y a beaucoup d'imports, alors que tout peut se faire ici. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Mais je pense que c'est tout à fait possible pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays à long héritage agricole. Nous avons la terre pour ça, nous avons le climat et nous avons la technicité, puisque la Côte d'Ivoire est même excédentaire en personnel agronomique. Et je pense que c'est depuis les accords de Berlin, c'est des tares que nous gardons depuis le partage de l'Afrique qui nous a laissé un certain héritage, le Sénégal pour l'arachide, la Côte d'Ivoire pour le café, le cacao et les cultures de rente, le Burkina pour l'élevage, et les cultures maraîchères et autres. Mais que diantre, vous venez à 2 pas d'ici. Je vais vous faire découvrir mes parcelles de vignes, de fraises, de vanille. Tout est possible ici. On peut même faire même des pommes. Donc, c'est dire qu'on est balkanisé. Donc, la Côte d'Ivoire, non seulement elle est balkanisée à cause de certains stéréotypes, mais également, je me dis que certaines personnes qui doivent prendre les décisions pour passer à échelle gagnent à ce que l'importation perdure. Mais à échelle locale, pourquoi il n'y a pas une prise de conscience? On sent bien que vous avez pris conscience, puisque vous me parlez de diverses cultures. Mais c'est vrai qu'on peut incriminer les autres. OK, il y a eu des méfaits par le passé, oui, OK. Mais maintenant, vous avez vos terres. Qu'est-ce qui empêcherait de pouvoir cultiver autant et de développer autant, surtout en plus de distribuer en interne? Voilà, le problème, il y a d'abord le phénomène de pauvreté relative qui fait que les gens pensent au quotidien au lieu de penser futur. Ça, c'est de. De deux, les structures qui régissent le milieu du maraîcher et du vivrier ne sont pas bien élaborées. À l'époque, vous voyez, on a mis en place une plateforme qu'on appelait l'OCPV, qui permettait de dire à l'ouest, vous n'avez pas de tomates, mais il y a de la tomate à l'est. Vous n'avez pas de piment au nord, il y en a au centre, ainsi de suite. Mais est-ce que cette structure fonctionne? Vous allez à l'OCPV, on ne vous donnera pas, ou même peut-être très peu d'informations sur la circulation des produits. Maintenant, il y a le marché. On produit pour la poubelle en général. Et on produit pour un marché qui n'est pas garanti. Alors qu'aujourd'hui, si on veut sortir de cette ornière, on doit faire confiance et s'appuyer sur des structures nationales qui font la production de maraîchers et de vivriers, qui en font la distribution, qui garantissent un prix aux producteurs et qui garantissent également une bonne circulation de ces produits auprès des ménages. Auprès des ménages, eh bien effectivement, mais non, mais il y a une espèce de dissonance là-dedans, quand peut-être que c'est un cliché, mais qu'on entend que certains peuples d'Afrique ont encore faim, il y a un taux de pauvreté, ça, à la rigueur, on peut le comprendre, mais normalement, l'appel du ventre ne doit plus exister, puisque vous avez les sols, vous avez tout. À qui profite? Mais selon vous, à qui ça profite? Vous prenez un exemple qui aurait tiré les sonnettes d'alarme, c'était le phénomène du Covid, où tout le monde était balkanisé. On a compris que l'agriculture urbaine, l'agriculture périurbaine, l'agriculture de proximité était ce qui pouvait permettre aux villes d'avoir une autonomie. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucune structure. Allez dans n'importe quelle banque, aucune banque n'est prête à vous accompagner à faire une agriculture. Alors qu'il y a plein de terrains en friche dans nos villes, plein de villas inachevées dans nos villes qui enlaidissent nos villes. On a plein de bas-fonds qui servent de dépotoir dans nos villes, alors qu'on aurait pu regrouper une certaine jeunesse, l'orienter vers une autosuffisance de nos villes en maraîchers et vivriers. Parce que les maraîchers et vivriers,
c'est la santé de la population. Absolument. C'est la santé animale. C'est la santé de l'environnement. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'alimentation de base de toutes nos jeunesses, c'est le gaba. Mais le gaba, c'est de la tchéké, du poisson et en principe de la tomate et des oignons. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul morceau de tomate dans cette nourriture. Donc, allez-y comprendre, on mange mal, mais si le peuple est mal nourri, il va sans dire que les dépenses sur le plan de la santé sont élevées. Alors, on assiste à une mortalité due à la mauvaise alimentation. J'ai envie de vous dire, mais à qui profite le crime? Le problème, c'est ça. À qui profite le crime? Les questions, on peut les poser, mais les réponses, on sait tous vers où regarder. D'accord. J'irai pas plus loin. Je sens que là, vous voulez pas... vous savez, mais vous voulez pas trop le dire, mais on va quand même continuer à discuter. Deux choses qui pourraient... Je vais faire l'avocat du diable. Ouais. Certains disent, bon, mais attendez, ils ont qu'à apprendre. Les Chinois aussi sont partis comme eux. Les Chinois aujourd'hui savent cultiver, ils ont des techniques. C'est la non-volonté de l'Africain. L'Africain aime se divertir, l'Africain aime danser, il aime chanter, mais est-ce qu'il aime apprendre? Comme vous le dites, vous faites l'avocat du diable. Moi, j'étais au salon du chocolat dernièrement, au salon de l'agriculture. On m'a demandé, est-ce vrai que les agriculteurs africains tirent le diable par la queue? J'ai dit, heureux, s'ils voient le diable pour lui tirer la queue. Parce que le diable ne laisse pas traîner sa queue n'importe où. Aujourd'hui, vous prenez les Chinois qui ont développé une certaine agriculture, même agriculture des flancs de montagne. Absolument. Et tout ça. Mais dites-vous que c'est une culture multiséculaire qui vient de très loin. L'Afrique n'a aucune mémoire. L'Afrique a été décimée par la traite négrière. C'est seulement les bras invalides, les estropiés, les malades mentaux qui sont restés. Donc, nous sommes issus de générations de dégénérés. C'est maintenant que nous sommes obligés de tout apprendre. Et quand nous étions en train d'apprendre, on nous dit, ah non, prendre la maquette, c'est être sauvage, il faut prendre le tracteur. Mais pour prendre le tracteur, il faut avoir les moyens du tracteur. Disons qu'on est passé... L'Europe, quand vous prenez, ils sont passés du primaire, de l'agriculture primaire, ils sont passés au secondaire, qui était l'industrie, avant d'aller au tertiaire, avant d'aller au quaternaire. Ça leur a pris combien d'années? C'est des centaines et des centaines d'années. Mais nous, on vient de prendre notre indépendance en 1960, et en 60 ans, on veut qu'on soit au même niveau que la Chine, Absolument. qui a une culture multiséculaire depuis Confucius et autres. C'est des techniques, des technicités. Disons qu'ils ont été colonisés aussi. On dit que la Chine a été colonisée aussi. La Chine a été colonisée par le Japon, par le monde entier d'ailleurs. Absolument. La Chine a été partagée. Mais comme la Chine n'a pas perdu ses racines, les Chinois n'ont pas été déportés de leur sol. Ils sont restés. La traduction, non seulement ils avaient une tradition d'écriture, et ils écrivaient le mandarin, les tests étaient là. Chez nous, c'était une tradition orale. Celui qui devait te dire, dès qu'il n'est pas là, c'est fini, tu es perdu. Alors que chez les Chinois, même si les têtes pensantes ont été décapitées par l'armée impériale japonaise, mais les écrits sont restés. Les moines bouddhistes étaient là. Ils ont eu leur mémoire. Alors que nous, on n'a aucune mémoire. On nous dit que l'écriture vient de l'Afrique. Mais même vous arrivez en Égypte, quel Égyptien sait lire un hiéroglyphe? On a un héritage qui ne nous sert à rien. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez espoir en la jeunesse, en cette jeunesse ivoirienne où, j'ai envie de dire, à chaque fois je parle de la Côte d'Ivoire, oui, mais j'ai envie de parler de l'Afrique dans son ensemble. Est-ce que vous avez espoir en cette jeunesse? Oui, j'ai fortement. Cet espoir, il est là, le réveil des consciences est en train d'être visible au quotidien. Et puis, vous savez, on avait
l'occasion de rattraper ce retard par Internet. Mais on a dévié nos jeunes. Voilà, ils utilisent Internet plutôt pour de la bagatelle au lieu de s'en servir pour rattraper le retard technologique. Et c'est fait à dessein. Regardez aujourd'hui TikTok. TikTok éloigne encore plus notre jeunesse Absolument. de la réalité des faits. D'accord. Mais quand vous prenez par exemple les États-Unis où le président arrive et c'est lui qui a Facebook, le président américain a Facebook et autres, mais tous les jeunes vont avoir Facebook. Aujourd'hui, on passe le temps alors qu'on a la possibilité d'aller sur les forums agricoles, savoir comment faire de l'agriculture biologique, comment faire de la permaculture, comment faire ceci, comment faire cela, mais on va sur TikTok, c'est pour la bagatelle. On va parler de deux choses là, c'est la formation. Oui. Et je revois cette jeunesse qui, pour moi, moi j'ai un certain âge, mais qui a d'une vingtaine d'années, qui, pour elle, la réussite, c'était d'aller dans le secteur tertiaire, être dans les bureaux. L'agriculture, c'était mal vu. Être ce que vous êtes aujourd'hui, c'était impur. Il n'y avait pas de valeur à cela. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous ne croyez pas qu'on est... Voilà, c'est encore... Bon, c'est en train de changer, je le souhaite. Mais est-ce qu'on n'a pas été trompé par cela en pensant que la valeur se trouvait dans les bureaux et non sur la terre? Bon, mais évidemment, il faut se dire que la Côte d'Ivoire a voulu gagner certaines batailles. La bataille, par exemple, de l'agriculture de rente, puisqu'il fallait produire pour ceux pour qui il fallait produire. On était un grenier. Mais pour qui il fallait produire? Pour Dites-le. l'Occident. Voilà. Pour l'Occident. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire a mis un accent et un point d'honneur à former son élite. Et on a eu une élite qui est devenue un objecteur de conscience, et pour toute personne qui devait dire qu'il avait réussi sa vie, devait être assis derrière un bureau. Absolument. Devait être un cadre au col blanc. Et avoir son beau costard. Sa Mercedes, son bon costard et autres. Donc, c'était ça le modèle de réussite. Et le paysan ou celui qui restait au village, c'est celui qui n'avait pas réussi ses études. Parce que dites-vous qu'en 1960, les citadins, il n'y avait pas beaucoup. Toute cette élite a été formée sur des fonds nationaux. En 1940, il y a eu l'espoir de 1940, c'est-à-dire les étudiants que l'État a fait partie, pas l'État, disons le futur État de Côte d'Ivoire en fait partie. Et quand ceux-là sont revenus, ils étaient des cadres au col blanc, ils descendaient le week-end au village, ils parlaient sur le fond de la langue, comme on appelait à l'époque le chorobi et autres. Donc, seuls ceux qui n'avaient pas réussi les études étaient contraints de prendre la relève de leurs parents en plantation. Donc, aller au champ était assimilé à une non-réussite. Non-réussite, absolument. Voilà. Et il y a eu un moment où le président de la République a voulu, le président Houphouët a voulu corriger en faisant ce qu'ils ont appelé le retour à la terre. Et ce retour à la terre a été très mal négocié, ce qui fait que cet échec-là a éloigné pour toujours les jeunes de l'agriculture. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à une agriculture d'élite. Mais cette agriculture d'élite ne pense pas à la culture maraîchère ou vivrière, parce que cette élite qui fait l'EVA, le palmier à huile et les cultures de rente s'alimente en supermarché. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ils produisent pour l'extérieur, mais eux vont acheter... En supermarché. Mais c'est du non-sens, c'est un non-sens. Au champ le samedi, moi j'aime bien les appeler les planteurs du dimanche. Ils viennent, ils garent la voiture en bordure de la plantation avec leurs amis pour leur montrer leur réussite, le champagne dans le bac à glace et autres. Mais ils s'en foutent éperdument. Il a acheté 50 hectares de terrain, il met dessus 50 hectares d'EVA.
Il a acheté 20 hectares Les de VA, terrain. les VA, vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les VA? VA, c'est l'arbre à caoutchouc. À caoutchouc. Voilà, qui produit du latex. D'accord. Voilà. Il a acheté 20 hectares de terrain, il met 20 hectares de palmiers à huile dessus. L'alimentation venue de ces terres ne l'intéresse pas parce qu'il se ravitaille au supermarché à Abidjan ou bien même il fait ses emplettes à New York ou ailleurs. Je tiens à vous rassurer, Ambroise, grâce au digital aussi, il y a une jeunesse qui émerge et peut-être en mettant un peu la carotte, en disant qu'il y a beaucoup à faire, il y a de l'argent à se faire, en attirant les jeunes comme cela, mais commence à montrer que l'agriculture, c'est un business qui peut être juteux, et l'agriculture vivrière notamment, que ce soit le melon, la tomate, les oignons, ou je n'en sais encore, peut rapporter gros, est un secteur, si vous voulez, d'enrichissement, est un vecteur d'enrichissement. Donc j'ai l'impression qu'une jeunesse commence à prendre ça en compte, peut-être intéressée, moins passionnée que vous, certainement, mais il y a quelque chose, je sens un nouvel élan de jeunes qui viennent, peut-être qui n'y connaissent rien du tout, hein, mais qui viennent pour faire du business. Mais en fait, comme j'aimerais le dire, Jeune ou moins jeune, comme je l'ai dit au début, le secteur doit être calibré. Il y a certaines personnes qui ont la technicité, qui ont les relations, qui ont la possibilité de mise en relation, qui peuvent aider cette jeunesse à produire des maraîchers et des vivriers. Moi, aujourd'hui, je fais du cacao sur 1 hectare de cacao avec, bien sûr, les marchés de niche sur lesquels je suis. On va en parler, je ne ça. pèse pas en face de quelqu'un qui a 1/4 d'hectare de tomates. C'est pas possible. Il gagne en 1 an ce que moi, je mettrais 5 à 10 ans avant de gagner. Donc, c'est pour dire que le maraîcher, le vivrier, c'est un business rapide. Ah là, vous réalimentez, là, vous voulez plus encore les intéresser. Voilà, là, c'est rapide. Il faudrait que cette jeunesse-là sache que l'agropastoralisme, l'élevage, c'est du business en or au bout des doigts. Vous faites la tomate, vous faites l'aubergine, c'est 90 jours. En 90 jours, vous deveniez millionnaire. Et on commence quand là? Je prends. Moi je veux. Millionnaire en 90 jours. Vous avez la pépinière qui va vous faire 45 jours et 45 jours après, vous commencez à produire. Mais ce n'est pas possible. Vous avez votre argent. Mais les gens ne s'orientent pas vers. Aujourd'hui, tous ceux qui ont de l'argent, qui devaient être des objecteurs de conscience, moi je tire sur un boulot rouge, les agents des impôts, des trésors, des douanes et autres, qui ont de l'argent, qui devaient, pourquoi pas, regrouper même la jeunesse de leur village et les aider à aller à la production. Non, on préfère maintenir ces jeunes-là dans l'obscurantisme et s'en servir comme bétail électoral lors des élections en leur distribuant des billets de 500 francs pour voter. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un programme agricole. Et comme vous le voyez, par le truchement de certaines personnes, nous allons dire le nom par la suite, mais nous sommes en train de mettre en place une plateforme pour créer des AGR. Aujourd'hui, AGR, ce sont les activités génératrices de revenus. La plupart des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire ont 2 campagnes, la grande traite, la petite traite. Et les plantations lambda, c'est 300 à 350 kilos de cacao à l'hectare par an. Ce qui fait 350 000 par an. Ça qui fait moins de 27 000 francs par mois. Pour un père de famille qui a femme, enfant et autres à scolariser, à soigner et autres, 27 000 francs par mois, c'est rien. Mais il peut, sa femme, ses enfants, peuvent faire de la culture vivrière et maraîchère et renflouer les caisses de la famille. Ah, c'est vraiment une solution complémentaire, oui. Une alternative à... Une alternative à la pauvreté. La pauvreté, bien sûr. Laquelle nous vivons. Alors, parce qu'aujourd'hui, sans vous couper, dans le monde paysan, si vous n'avez pas un fils en ville qui vous fait venir de temps en temps des mandats, des Orange Money et autres, vous crevez la faim. Alors qu'en Europe, un agriculteur, c'est lui qui alimente les caisses.
Bon, il y a du mal aussi. Hein. Je vois en France ce qui se passe. Il y a une crise aussi. Cette crise-là, comme je le leur disais, parce que j'étais au salon de l'agriculture, on a eu à discuter avec nos collègues producteurs en Europe. Je leur ai dit, mais vous êtes des enfants gâtés. Venez faire une semaine en Afrique et vous allez comprendre ce qu'on appelle l'agriculture. Le phénomène du serpent qui se mord la queue et d'être dans une roue de pauvreté endémique et continuelle. On doit casser le rythme agricole tel qu'il est fait en Afrique et faire entrer de plein pied la jeunesse dans la culture maraîchère vivrière pour la nourriture et l'autosuffisance alimentaire. Je l'entends. Est-ce que la formation est là? La formation, elle est là. Pas l'information, la formation. La formation, Proposition de formation de ces jeunes. Nous avons aujourd'hui 80% des universités privées en Côte d'Ivoire ou des grandes écoles sont des écoles d'agronomie. Vous avez les plus grandes structures de formation et d'encadrement des producteurs. Nous avons même, par exemple, des processus tels que le label ivoire, qui est fait par Nitidé, le CIRAD et autres. On a énormément d'activités. Donc ça va à l'encontre de ce que vous disiez au début. Donc les politiques ont mis des choses en place pour pouvoir aller vers cette... Il ne suffit pas de mettre quelque chose en place. Il ne suffit pas de former les gens. Je peux avoir la formation, mais ne pas avoir les moyens. Moi, aujourd'hui, j'ai une terre. Mais quelle politique est mise en place par l'État pour permettre à la jeunesse qui veut aller à l'agriculture de pouvoir retourner à la terre? On a vu, il y a eu quelques années, à l'entrée de Yamoussoukro, où l'État avait mis en place un espace de près de 110 hectares morcelés pour tous ceux qui voulaient faire du riz. À partir de ce moment, les gens qui avaient la science infuse, qui avaient la connaissance, se sont engouffrés. Mais aujourd'hui, par exemple, à Zagué, on peut former, des jeunes peuvent sortir de ces grandes écoles, mais s'il n'a pas un espace dédié pour travailler, il ne pourrait pas. Moi, par exemple, ici, je suis en train de mettre en place un état d'espace pour la culture maraîchère et vivrière. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je fais appel aux associations de femmes. Je fais appel aux associations des jeunes. Je les intègre dans ce système de travail où ils vont se faire non seulement leur expérience, ils vont commencer à gagner, épargner, avant qu'on puisse s'adresser aux autorités, pour qu'on puisse dégager des espaces où ils pourront s'installer et travailler. Ok. On va passer au deuxième volet, si vous voulez bien, qui est pour moi le volet du cacao. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire une contextualisation, un état des lieux d'aujourd'hui du marché du cacao en Côte d'Ivoire? L'état des lieux du cacao en Côte d'Ivoire, comme je le dirais, le cacao est un produit stratégique en Côte d'Ivoire où il faut parler avec des pincettes. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Avec des pincettes? Dans tous les pays, les produits stratégiques, voilà. Il faut avoir quand même, il faut être habilité. Mais comme je pourrais le dire, l'état des lieux du cacao en Côte d'Ivoire n'est pas réluisant. Pour la simple raison que sur le plan agronomique, 80% des plantations de cacao en Côte d'Ivoire ont pratiquement, peut-être, plus de 70 ans. Ce sont des plantations qui ont été faites par nos grands-parents, entretenues par nos parents et aujourd'hui qui sont arrivées aux mains de la jeunesse actuelle. Celui qui a créé la plantation avait peut-être 2 femmes, 10 enfants. Quand il est parti, le champ a été partagé entre les 10 enfants. Oui. Mais ces 10 enfants ont eu chacun leurs enfants. Donc c'est une progression géométrique. Et aujourd'hui, on assiste à quoi? Les gens vont à la vente pure et simple des plantations pour faire de l'immobilisation. Mais les plantations qui restent aujourd'hui, également qui sont vieillissantes. L'immobilisation? Voilà. L'immobilier ou? Mais pour faire l'immobilier. Ah ouais, d'accord, des terrains. Venant tout à l'heure, vous avez vu tous les terrains qui sont lotis et en début de construction. Absolument. Donc, on recule. Mais il y a eu également
le manque de suivi de ces plantations qui a fait que la Côte d'Ivoire a été frappée de plein fouet par la maladie du Shaolin Shoot, qui est identique au sida, qu'on appelle le sida du cacaoyer. Il y a eu un moment, pour gagner la bataille du cacao, on a préconisé la culture plein soleil. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on est obligé de revenir à l'agriculture sous agroforesterie. Mais pendant ce temps, le stress hydrique, le stress abiotique, la sudation, la sudo-évaporation font que le verger ivoirien est à mal. Et la production du cacao est en chute libre. Ça reste quand même le premier producteur Le mondial premier fèves de cacao quand même. mondial du cacao. Ce qui veut dire que l'économie ivoirienne dépend au moins à 40% de la culture du cacao. Et il y a au moins 5 millions d'agriculteurs, pour ne pas dire au moins 25 à 30 millions de personnes qui vivent de manière directe ou indirecte. J'en parlais justement à Stan de l'application Joli qui m'a présenté à vous. J'ai eu quelques chiffres. Moi, effectivement, c'est un marché qui représente 100 milliards de dollars dans le monde entier. Le chocolat, on le connaît. Hein, j'ai même envie de dire que c'est la tentation. Au-delà de la tentation du chocolat, c'est la tentation de l'argent que ça peut engendrer. Aujourd'hui, c'est 60% de cette production qui est détenue par la Côte d'Ivoire. Donc, théoriquement, c'est 60 milliards. Bon, après, c'est réducteur de dire ça. Ben, je sais bien, mais on pourrait penser à ça. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est souveraine? Est-ce que la Côte d'Ivoire maîtrise son marché sur le cacao? Ou est-ce qu'il y a encore une fois de plus certaines institutions, des organisations qui en profitent et qui, eux, s'en mettent plein les fouilles? Comme on le dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est le même problème que l'OPEP a connu. L'OPEP, avant d'être à peu près garant de ses prix, est passé par des chemins vraiment difficiles. On a vu même à New York, où tous ceux qui étaient partis pour créer la première organisation de l'OPEP ont tous été passé en perte et profit, où on a dit qu'il y avait de la salmonelle qui se retrouvait dans la climatisation. Ils sont tous passés de vie à trépas. Voilà. Bon, le cacao, comment voulez-vous commander le cacao si la bourse qui fixe le prix du cacao ne se trouve pas dans votre pays? La bourse du cacao se trouve à Londres. C'est eux qui fixent le prix du cacao. Donc, il y a ça. Mais quand vous prenez les 1000 milliards que vous avez annoncés, moins de 2% de ces 1000 milliards, 100 milliards. De ces 100 milliards de dollars, profitent aux producteurs, seulement profitent aux producteurs de tous les pays de ce monde. Aujourd'hui, vous voyez sur la bourse de New York, le cacao avoisine les 10 000 dollars la tonne. Là, à l'heure à laquelle on est là, il y a eu une flambée du cacao parce qu'il y a eu une mauvais temps apparemment sur les producteurs. Ça a été comparé au Bitcoin qui a explosé. Le cacao a explosé beaucoup plus et a amené beaucoup plus de profit. Dépasse le prix du kilo de cuivre. Et a amené plus de profit. Mais vous, alors, ça veut dire qu'elle est où votre piscine? On peut aller se baigner où et quand là? Parce que là, normalement, on est chez un Qatari, normalement, là. Bon, il faut se dire aussi que le prix du cacao, on le comprend bien parce que ça dépend des systèmes. Ça dépend des systèmes. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont opté pour le système de péréquation et de stabilisation. Ce qui veut dire qu'ils donnent 60% du prix mondial du cacao aux producteurs. Mais en l'état, vous prenez par exemple au Cameroun, où ils sont à plus de 5 000 francs, 5 400 et quelques le kilo du cacao, c'est seulement que 250 000 tonnes. C'est pas 2 500 000 tonnes. Hein. Il est facile de faire du doping sur une petite quantité que de le faire sur le gros. Et au Cameroun, ce n'est pas le même système, puisque c'est les coopératives qui font des ventes aux enchères de leurs produits au plus offrant. Mais quand le prix du cacao chute, ils ont au moins 300-400 francs le kilo de cacao au Cameroun. Mais quand ça flambe, ils gagnent. Donc, Vous préconisez quoi? Cette stabilité ou oui, moi, vous avez quoi? Vous avez des prix fixes hein, en tant que producteur? Non, vous ne vendez qu'à... Je n'ai pas de prix fixe,
puisque je travaille sur des marchés de niche à l'international. Alors, attendez, ça c'est... Je me permets de vous couper. Il faut aussi préciser que vous avez été déclaré comme le producteur qui produisait le meilleur cacao au monde. Je suis International Cacao Award 2019-2021, donc premier producteur national, Oui. premier producteur Afrique, premier producteur Afrique et Océanie. J'ai fait partie du top 50 mondial, du top 20 et du top 5 mondial 2019-2021. Donc, l'un des meilleurs cacao au monde, l'un des meilleurs fermenteurs de cacao au monde. Donc, moi, ça m'ouvre des horizons. Voilà, ça m'ouvre des horizons. Ça m'a permis d'être numéro 1 à l'international de Hong Kong, hein, à l'hôtel international continental de Hong Kong. Ça me permet de travailler avec des chocolatiers internationaux. Donc vous vendez plus, plus cher, si j'ai bien compris. Ça me permet moi-même de produire mes marques de chocolat, puisque j'ai 3 marques de chocolat, 3 marques de café. Donc, on sent le sourire, là, on voit le sourire, je sens que vous... Mais les autres, Ambroise. C'est même pas le sourire que je devais avoir, parce que quand j'ai reçu la Banque mondiale a fait venir ici les planteurs d'Amérique latine, ils m'ont demandé mon héliport était où. Moi, je vous ai parlé de la piscine, Voilà. parce qu'il fait chaud. Moi, Juste la piscine pour vous. Vous m'avez vu venir à moto. À Je moto, n'ai même ouais. pas un véhicule, ce qui veut dire que les autres planteurs ne voient pas le diable pour lui tirer la queue, mais moi, je peux me permettre quand même de tirer la queue du diable de temps en temps. Donc, je ne suis pas logé à la même enseigne. Alors, pour parler Mais des c'est autres. pas pour ça que je dois occulter que les autres, parce que c'est de là que je viens. Ouais. Et les autres peuvent venir où je suis. Voilà pourquoi nous avons certaines alternatives. Nous nous disons, le chocolat ne représente que 30% de la chaîne de valeur du cacao. Alors, nous devons aider, nous devons former les autres coopératives à aller à la transformation des coproduits. Par exemple, après les cabossages du cacao, le cortège de cacao, c'est-à-dire la coque de cacao, on peut en faire du biocompost qu'on revend à 20 000 francs de sac de 50 kilos, pendant que l'urée qui vient d'Ukraine ou de Russie a flambé à 30-40 000 francs de sac. En fait, ouais, vous faites une multitude de choses qui fait que les 30% peuvent se transformer en 100% utiles. 70% non utilisés, considérés comme des résidus, constituent la base même de nos avoirs financiers. Mais pour les 30%, justement, beaucoup disent que, moi je viens de France, que Nestlé et d'autres volent indirectement, et ça c'est encore, je répète ce qui se dit, volent le cacao de Côte d'Ivoire pour le transformer chez eux, et ensuite le revendent beaucoup plus cher, et les producteurs de cacao ici se font, entre guillemets, avoir, puisqu'ils ils vendent à très très bas prix. Donc il y a cette parole qui se dit, et de l'autre côté, il y a aussi l'autre camp qui dit, mais les Ivoiriens, ils n'ont pas d'usine de transformation, ils ne savent pas. Ils ont peut-être de l'or, comme on appelle leur chocolat, mais ils ne savent pas faire. Donc, nous, on le prend, mais c'est nous qui le sublimons, on le transforme. J'ai parlé pour les deux camps. Voilà, comment vous vous situez? Le seul problème, c'est la consommation. Vous voyez, dans les années 30-40, il y a eu la mévente du café au Brésil. Oui. Qu'est-ce que le Brésil a fait? Le Brésil a décidé d'utiliser le café dans ses trains à vapeur. Donc, au lieu de mettre du charbon dans leur train, ils ont mis le café. Et en brûlant ce café dans leur train, ils n'avaient plus de problème de surstock. Et les trains qui passaient embaumaient la campagne. Et la campagne étant tellement embaumée que le Brésilien a commencé à consommer du café. Aujourd'hui, le Brésil produit 60% du café mondial, mais le Brésil consomme 80% de sa production. Donc, une industrialisation est sous-tendue par une consommation. Sinon, aujourd'hui, vous allez
produire du chocolat, il ne sera pas consommé en Europe compte tenu du climat africain qui est considéré comme un climat chargé en bactéries. L'Européen, l'Américain ne consomme pas dans la norme de protection du marché américain. Tout ce qui est produit en dehors du marché américain n'est pas consommé aux États-Unis. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Il est bien vrai, aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais le premier pays broyeur de fèves de cacao au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Mais nous broyons ce cacao pourquoi? Pour extraire le beurre qui est vendu directement en Europe, la masse qui est vendue directement en Europe, la drèche qui est vendue directement en Europe. Donc, alors, quelle serait votre solution? Ça serait quoi? Votre proposition? Notre proposition, on l'a proposée, mais les gens tardent à nous écouter. Aujourd'hui, les Blancs consomment, les Européens, quand je dis les Blancs, les Européens ne peuvent pas se passer du chocolat. Ils ne le produisent pas, ils ne le plantent pas. Les Européens sont des drogués qui font une addiction à l'endorphine et à la sérotonine magnésium contenue dans le cacao. C'est tout. Et alors, vous préconisez de devenir le dealer de chocolat? On peut faire la même chose en servant des boissons chocolatées à tous nos enfants dans les écoles. On développera une addiction qui préparera le marché de consommation. Ou le mot addiction, vous pensez que c'est pas trop addiction? Le chocolat, c'est du sucre. Si c'est pour augmenter après avoir une population qui vienne comme les En saccharose, on fait une addiction en saccharose. On fait une addiction à la sérotonine magnésium. Je connais des gens qui vont s'arracher la peau s'ils font 48 heures sans manger du chocolat. Non, mais c'est qu'après, derrière, est-ce qu'on ne peut pas être en surpoids? Je veux dire, aujourd'hui, c'est... Le surpoids vient pas seulement du cacao, mais non, de l'alimentation extrêmement non contrôlée en Europe. Quand vous prenez les cheeseburgers, les hamburgers, le surpoids vient de là. Mais je veux dire que si on veut avoir une industrie chocolatière, il nous faut un marché de consommation. Si vous n'avez pas un marché de consommation, votre entreprise et votre industrie vaut que dalle. Parce que si vous produisez, il n'y a personne qui achète. Vous l'exportez ensuite. Qui va l'acheter? Eux, ils ne consomment pas des produits faits en dehors de leur territoire. Ouais, mais vous savez quand en sécurité. Vous venez de dire un mot, ils sont addicts. Oui. Quand on est addict, quand on est, entre guillemets, toxicomane, on accepte à un moment donné certaines choses et on fait des compromis. On veut sa matière. Ils vont les faire à partir du moment où nous, on pourra faire cette rétention. C'est si nous, on commence à consommer 20, 30, 40% de notre production, ils vont se dire, attention. Prenez par exemple, je vais vous donner un exemple. Prenez 50% ou 100% des Africains. Tendez-leur une tasse de café. Ils vous diront non, le café me donne la tremblote, le café me donne des palpitations, le café m'empêche de dormir, le café me donne la migraine. Question d'esprit. On oublie qu'il y a parfois autant de caféine dans le cacao que dans le café. Mais tout le monde mange du chocolat sans a priori. Et comme ils savent que la transformation, vous avez bu du café tout à l'heure, ça vient de la plantation, la transformer, on le boit en même temps. Ils se disent, attention, si ces gens-là commencent à boire de café, on risque de ne pas en avoir chez nous. Alors, le café, on doit le diaboliser. Le café est bu seulement que dans les pays tempérés. C'est quand il fait froid qu'on boit du café. Bon, à un moment, on a commencé à boire aussi du café glacé. Alors, on nous dit non. Les taximans qui conduisent mal, qui se comportent mal, on leur a attribué le sobriquet de café noir. Alors qu'on sait qu'ils prennent de la drogue. Donc, quand vous tendez du café à un Ivoirien, il regarde d'abord autour de lui si la personne avant de le boire. Sinon, on va l'assimiler à un drogué. Donc, si on ne consomme pas notre propre production, on n'a aucune chance d'aller à une industrialisation. Donc, allons aux maraîchers et vivriers que nous consommons. Nous allons gagner la bataille qui va créer
une classe intermédiaire. On ne peut pas avoir de classe intermédiaire dans un pays sous-développé, dans un pays agricole, si le segment du maraîcher vivrier n'est pas développé et n'est pas au mains d'une jeunesse qui sait où elle va. Moi, je dis à toutes les conférences, aux différents professeurs agrégés, aux chercheurs et autres, je dis, nous sommes dans une agriculture où on a des sachants qui ne pratiquent pas et on a des paysans qui pratiquent mais qui ne savent pas. Donc, l'intersection, c'est la jeunesse qui sait lire, écrire, qui peut aller sur Google, qui peut aller sur les forums agricoles, qui peut savoir comment on utilise une fiche technique. C'est là que la classe moyenne qui va donner naissance à une industrialisation de proximité qui va aboutir sur une industrialisation à grande échelle. Vous avez, et là on arrive sur la fin, vous avez parlé de la jeunesse. Moi, je représente aussi cette fameuse diaspora. En tout cas, je viens en parler, si je peux me le permettre, au nom de certains. Est-ce que vous attendez quelque chose aussi de cette diaspora? Ces Ivoiriens qui sont à l'autre bout du monde, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans tout ça? Mais théoriquement, ces Ivoiriens qui sont de l'autre côté, qui ont vu ce que les autres ne voient pas, puisque les Anglais disent travel to see, ils ont voyagé, ils ont vu différents systèmes, mais il faut se dire, et moi je tire à boulet rouge, cette diaspora c'est des rêveurs. C'est des rêveurs. C'est des gens, quand ils arrivent ici en vacances, ils ont l'impression qu'ils ont en face d'eux que des bouquis. Que tous ceux qui sont restés ici sont des bouquis. C'est des snowbirds. Et finalement, on aboutit à quoi? On aboutit aujourd'hui au phénomène qui fait que toute cette jeunesse devient une alimentation gratuite pour les poissons de la mer Méditerranée. Tout le monde veut aller en Europe pour revenir pendant les vacances, dire « Oui, je suis également parigot, je suis dans le 17e. » Voilà. Cette diaspora n'a pas été capable de jouer son rôle. Elle a échoué dans sa politique de mettre à niveau cette jeunesse. Moi, je connais dans nos quartiers, le type, il est à la psychologie avec nous, il passe par le désert, et il passe par les boat people, il dort dans les bouches de métro, et il travaille au noir. Avant de venir, il va, je sais pas, il achète des habits et autres. Et quand il arrive, c'est le pacha. Donc tous les jeunes veulent aller en Europe pour revenir, pour être pacha comme lui. Alors que lui, il devait venir inciter cette jeunesse par la technicité, la technique et autres qu'il aura acquis. Installer cette jeunesse, les pousser à un travail sur le terrain. Mais je vous dis, je ne sais pas la diaspora des autres pays. Je vois par exemple au Mali, l'économie du pays est tenue par la diaspora parce que eux ils font venir de l'argent. Mais ici, la diaspora d'ici, quand ils reviennent, à peine s'ils disent bonjour à la jeunesse, donc tous les jeunes veulent aller en Europe. Moi, quand j'arrive à Paris, ça me fait pitié de voir ces jeunes qui sont là-bas en train de errer. Au bord du périph', dans les tentes, ou maintenant, sortie d'autoroute, sortie de périph', effectivement. Vraiment, ça, il faut le dénoncer. Voilà. Après, tous ne sont pas comme ça. Je n'aime pas trop généraliser. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, mais effectivement... Au moins 40% sont comme ça, ce qui veut dire qu'ils n'apportent rien. Je tiens à mettre une nuance à ce que vous dites, Ambroise. Il y a une espèce de mouvement qui est en train de se créer, qui est le retour sur la terre-mère, retour en Afrique. Et on l'entend de plus en plus. Et il pousse, ça émerge. Il y a une diaspora qui est en train de dire non, mais peut-être sous fond j'ai envie de dire, comment je peux dire ça, c'est peut-être vénal, c'est peut-être monétaire et vénal, mais ils se disent, ah, je suis arrivé à un plafond là où je suis. Ouais. Et c'est peut-être cette diaspora qui est plutôt au niveau moyen, que le CSP moyen,
qui se dit, oula, pour aller plus haut, ça va être dur, je vais revenir chez moi. Par contre, ce que j'ai bien compris, c'est ne revenons pas sur le territoire, sur le sol, sur le continent, avec la grosse tête, en pensant qu'on a tout vu. Non, c'est un échange. C'est aussi écouter ceux qui sont ici et amener aussi de notre savoir. Donc c'est juste la nuance que je voulais vous... Oui. Je suis en train de constater, moi, qu'il y a un gros élan de... Oui, il y a un gros élan, puisque moi, j'ai la structure dont je suis le directeur IBVMC, Oui. Intrants biologiques matériel végétal, est une structure qui met en place des plantations clés en main pour la diaspora. Et il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui nous contactent pour préparer un éventuel retour. C'est ça. Mais dans le programme que nous leur proposons, il y a l'introduction d'une jeunesse Absolument. qui doit travailler forcément dans le sillage qu'ils mettent en place. C'est-à-dire, ça doit être des activités génératrices d'emploi pour la jeunesse de leur zone, des activités de formation. Par exemple, depuis ce matin, j'étais en formation pour 50 jeunes de mon village, dans la gestion d'une exploitation agricole à la demande de quelqu'un de la diaspora qui veut mettre en place une superficie de près de 50 hectares en culture pérenne, mais également en culture maraîchère et vivrière. Et je vais même le mettre en contact avec Stan. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est des projets qui nous intéressent. On met en place la plantation clé en main, mais il faut un volet formation, un volet intégration pour les jeunes. D'accord. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cette interview. En tout cas, merci. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. On Ah n'est ouais. pas à la fin. Hein. Ah non. Ah oui, tu as dit que tu parlais beaucoup. Moi, je suis là. Hein. Allez, on est là jusqu'à 18h. Il y a un mouchoir juste là, Ambroise, juste là. Non, mais c'était hyper instructif et je pense que ça va nous donner l'occasion de nous revoir. Dans tous les cas, on a. En général, j'ai pas mal. Est-ce qu'il y a des sites où on peut vous joindre? Il y a un numéro où les gens pourraient éventuellement vous joindre, Bon, vous contacter? Je me dis que, bon, j'en ai parlé avec Stan. Et plutôt, il m'a fait la proposition. Voilà. Bon, moi, en général, mon dada, c'était quoi? Fais et laisse dire. Oui. Donc, ce qui fait que toutes les chaînes de télévision, hein, voilà, que ce soit CNN, BBC, France 24, Euronews, Agence TASS, Reuters, Agence Chine Presse. Toutes. Voilà. Plus de 50, voilà, les gens passent. Mais moi, je préfère intervenir plutôt dans les forums, dans les séminaires. C'est quand même Jolie qui m'amène ici. Et Oui. ce que j'aime après, à travers ce que vous avez créé ensemble, cette synergie, Oui. c'est la tech avec. Oui. Non, C'est forcément. la terre et la Lui, tech qui s'allient ensemble. C'est ça. Voilà. C'est ce que. de la terre. C'est là, voilà, la tech Parce et la que terre là, se mettent ensemble. En fait, ce que vous voyez sur les 50 hectares, on est en préparation d'un centre agro-écotouristique semi-industriel. En fait, c'est un cluster où on aura la partie industrielle pour la transformation du cacao et des résidus du cacao. On aura le centre de formation dédié au métier du cacao et de la terre, où on doit recevoir des étudiants de l'Union européenne, des différentes communes et tout. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais on reçoit également les étudiants, puisque j'ai ici des doctorants. Ah, vous êtes vraiment, donc ouais, c'est dans l'action, vous êtes dans, vraiment, Oui. vous êtes Dans actif, quoi, là. l'action. Mais en plus de ça, je suis panéliste et conférencier sur le plan international. Je suis vacataire également de plusieurs universités, Université de Cocody, Université de Ouaskal de Bergerville, sur le centre de réchauffement climatique et de la biodiversité, à Bobo Agamé, où j'interviens en phytopathologie, Université de Korogo, Université de Daloa en agroforesterie, au Ouaskal de Bergerville, à Beaumain-Calabi, à l'Université Bon, de Cadore, c'est clair. Bon, au CIRAD vous n'avez pas besoin Montpellier. d'Instagram, là, c'est bon. Là, si on veut vous trouver, on sait où On aller sait où maintenant. me trouver. On se déplace tout Voilà, simplement dans vous des arrivez endroits. en ville, vous D'accord. criez. Eh, oui. Non, c'est, ah oui, je vous ai entendu, Je comme ça, réponds. c'est ça, c'est le mot. Voilà. Oui. Donc, voilà, je réponds. Même à Paris. Je Même à Paris. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, un Donc, grand merci. Hein. On pourrait vous écouter des heures et des heures,
Malheureusement, il va falloir mettre fin parce que toute bonne chose a une fin. A une fin, excusez-moi. Et en tout cas, je vous remercie parce qu'on va, je l'espère en tout cas, remettre cela. C'est très instructif. Vous êtes un puits de connaissances, je tiens à vous le dire, et on aime vous écouter. Et je trouve que la jeunesse, et même au-delà de la jeunesse, puisque je m'estime ne plus être aussi jeune que ça, mais on a tous intérêt à entendre des gens comme vous. Vraiment, et je vous félicite et je vous invite à continuer vos actions et aussi à ce parc-là. Et en plus de ça, vous êtes allié à des gens de la tech. Vous n'hésitez pas à aller vers l'ouverture. Oui. Donc, c'est que du positif. Et moi, je repars vraiment avec un sentiment d'enthousiasme. Voilà. Ben, c'est pas parce que vous m'avez dit merci qu'on en a fini.